Mon mari a demandé le divorce. Il a dit, je veux la maison, les voitures, tout sauf le fils. Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai dit, donnez-lui tout. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. À l'audience finale, j'ai tout cédé. Il ne savait pas que j'avais déjà gagné. Il souriait jusqu'à ce que son avocat devienne palquant. Son avocat s'est penché vers lui et a chuchoté 5 mots. Juste 5. Et le visage de Vincent, ce visage suffisant et satisfait de lui-même que j'avais fixé de l'autre côté de la table du petit déjeuner pendant 15 ans, est devenu complètement livide. Ses mains ont commencé à trembler. Les papiers qu'il avait si hâte de signer s'agitaient comme des feuilles dans une tempête. Et moi, pour la première fois en 3 ans, j'ai souri. Mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi commencer par le début, car vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment une femme, que tout le monde croyait avoir perdu la tête, a en fait joué le jeu le plus long et le plus patient de sa vie. Je m'appelle Alexis Dunst. J'ai 34 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, j'étais marié à Vincent Mercé. 15 ans de mariage. C'est plus long que la plupart des relations à Hollywood, plus long que l'existence de certains petits pays, et certainement plus long que ce que ma patience aurait dû endurer. Mais je suis une femme têtue. Je tiens ça de ma grand-mère. J'ai rencontré Vincent quand j'avais 17 ans. J'avais fini le lycée en avance. Pas parce que j'étais un génie, mais parce que j'étais pragmatique, motivé, et que je voulais vraiment, vraiment quitter la maison de mes parents. J'ai décroché un emploi au cabinet d'avocats Henderson & Price comme archiviste. Salaire minimum, coupure de papier au maximum, mais c'était à moi. À 18 ans, j'avais gravi les échelons pour devenir assistante juridique. J'étais doué pour les détails, doué avec les chiffres, et doué pour garder ma bouche fermée et mes yeux ouverts. Vincent avait 24 ans quand nous nous sommes rencontrés lors d'un événement client, charmant, ambitieux, plein de rêves de bâtir un empire immobilier. Il parlait de l'avenir comme s'il lui appartenait déjà, comme si le succès n'attendait que son arrivée pour se manifester et qu'il n'avait qu'à le réclamer. Il disait qu'il allait construire quelque chose d'incroyable. J'ai dit que je l'aiderais à classer la paperasse. Romantique, non. Nous nous sommes mariés quand j'avais 19 ans. Tyler est arrivé quand j'en avais 20. J'ai continué à travailler au cabinet d'avocats à temps partiel tout en élevant notre fils, en constituant mon plan d'épargne retraite, en économisant chaque dollar disponible. Ma grand-mère disait toujours qu'une femme devait avoir son propre argent. Pas de l'argent secret, précisait-elle, juste le sien. Quelque chose que personne ne pourrait lui prendre. À 23 ans, les affaires de Vincent ont enfin décollé. Il m'a demandé de quitter le cabinet d'avocats et de l'aider à temps plein. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer la comptabilité, s'occuper des clients, coordonner avec les entrepreneurs, quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Alors, je suis devenu sa tout-faire non rémunéré. Comptable, chef de bureau, liaison client, décoratrice d'intérieur pour les maisons témoins, coordinatrice marketing, organisatrice d'événements. J'ai fait tout cela tout en élevant Tyler, en gérant notre foyer, et en m'assurant que tout le monde soit nourri et raisonnablement heureux. Mon titre officiel était épouse. Mon titre non officiel était tout le reste. Pendant 11 ans, je me suis investi corps et âme pour construire le rêve de Vincent. Et pendant 11 ans, c'est lui qui a reçu le crédit, les prix, la reconnaissance. À chaque événement de l'industrie, j'étais la femme de Vincent. À chaque célébration, il remerciait son équipe, ses mentors, sa vision, mais, bizarrement, il ne trouvait jamais le moment de me remercier, moi. Quelque part en chemin, les choses ont changé. Il a commencé à prendre des décisions sans me consulter. Il a commencé à rester tard au travail de plus en plus souvent. Il a commencé à critiquer de petites choses, la façon dont je m'habillais, les repas que je cuisinais, mon manque d'ambition. Oui, mon manque d'ambition. Je dirigeais tout son back-office gratuitement tout en élevant son fils et en gardant sa vie organisée. Mais bien sûr, pas assez ambitieuse. Puis, il y a 3 mois, il a lâché la bombe. Il est rentré un mardi soir. Je préparais le dîner. Son préféré, en fait, car je suis apparemment une gloutonne pour les efforts non appréciés. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec ce regard sur le visage. Pas triste, pas désolé, juste professionnel. Je veux divorcer, a-t-il dit. Et ensuite, je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Tu peux garder Tyler.
Il a dit cela comme s'il passait commande sur un menu. Je prendrai les actifs. Gardez l'enfant. Merci. Tu peux garder Tyler comme si notre fils de 15 ans était une part de pizza de la veille, comme s'il était un inconvénient qu'on m'autorisait gracieusement à garder avec moi. Je l'ai juste fixé. 15 ans de mariage et c'est ainsi que cela se terminait, à notre table de cuisine, entre la salière et le beurrier, comme si je n'étais qu'un objet de plus qu'il mettait au rebut. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, ce que je ne découvrirais que plus tard, c'était que Vincent planifiait cela depuis des mois. Il avait déjà un avocat, Harold Whitfield. Cher et expérimenté. Il avait construit sa stratégie de sortie pendant que je préparais les repas et prenais ses rendez-vous chez le dentiste. J'avais été prise au dépourvu par un homme à qui j'avais tout confié. Le lendemain, sa mère est arrivée. Lorraine Mercer, une femme qui m'avait traité comme une domestique pendant 15 ans, est arrivée avec sa coiffure parfaitement bruchée et son visage de sympathie parfaitement répété. Elle m'a tapoté la main et m'a dit que j'aurais dû essayer plus fort de le rendre heureux. Les hommes ont des besoins, ma chérie, a-t-elle dit, comme si elle expliquait quelque chose de compliqué à un enfant lent. Les conseils de Lorraine sur le mariage étaient toujours fascinants, considérant que son mari passait 7 jours par semaine sur le terrain de golf, spécifiquement pour éviter d'être dans la même pièce qu'elle. Mais bien sûr, c'était moi le problème. Cette première semaine a été floue. Vincent m'a déplacé dans la chambre d'amis. Il avait fait rédiger des documents, proposé des règlements, établi des calendriers. Tout allait si vite et j'avais l'impression de me noyer. Tout le monde voyait une femme dont le monde venait de s'effondrer. Une épouse jetée après 15 ans de service. Une victime qui n'avait rien vu venir. Mais voilà le truc. Ce que Vincent ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était que j'avais trouvé quelque chose il y a 3 ans. Quelque chose d'enterré dans ses propres dossiers financiers. Quelque chose qu'il pensait caché pour toujours. Et je m'étais préparé, calmement, patiemment, depuis lors. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous les commentaires. Merci. Revenons au désastre. Moins d'une semaine après l'annonce, Vincent avait complètement pris le contrôle. La chambre d'amis est devenue ma résidence permanente dans ce qui était autrefois notre maison. Mon placard a rétréci d'un dressing à 2 petites sections qu'il m'a gracieusement permis de garder. Le message était clair, ce n'est plus ta maison. En 2 semaines, il a commencé à l'amener ici. Britney Sawyer, 27 ans, travaillait dans son entreprise. Bien sûr. Elle avait ce look parfait d'Instagram. Des mèches blondes, des ongles parfaits, des pantalons de yoga qui coûtaient plus cher que mes courses hebdomadaires. Elle entrait dans ma cuisine comme si elle lui appartenait. Elle portait mon tablier, le tablier de ma grand-mère, tout en faisant des smoothies dans mon mixeur. Elle était plus jeune que mon mariage, plus jeune que mon sac à main préféré, mais elle faisait des smoothies incroyables, alors je suppose que c'est déjà ça. Vincent la paradait comme un trophée. Il s'asseyait sur mon canapé, regardait ma télévision, mangeait dans mes assiettes. Il mettait son bras autour d'elle juste devant moi, comme si j'étais un meuble, comme si j'avais déjà disparu. L'humiliation s'intensifiait chaque jour. D'abord, il a annulé ma carte de crédit personnelle. Nous devons séparer les finances, a-t-il dit, comme s'il était raisonnable. Puis la carte commune. Ensuite, il a suggéré que je devrais probablement trouver un autre endroit où loger pendant que nous réglions les choses. Ma propre maison. Et on me demandait de partir. Lorraine est venue m'aider à faire mes valises. Et par aider, je veux dire qu'elle a fouillé dans mes affaires et décidé de ce que je méritais de garder. De vieux vêtements, d'accord. Des photos de famille, certaines d'entre elles. La boîte de recettes de ma grand-mère. Elle a hésité sur celle-là, comme si elle envisageait de la réclamer pour elle-même. Ce que je n'avais pas le droit de prendre, tout bijou que Vincent m'avait acheté en 15 ans, tout meuble que j'avais choisi, tout ce qui avait de la valeur. Ce sont des biens matrimoniaux, a expliqué Lorraine. Et Vincent y avait droit. Elle a emballé mes affaires dans des sacs poubelles. Pas des cartons. Des sacs poubelles. Comme si j'étais une ordure qu'on sortait. À travers tout cela, j'avais une personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Diane Holloway. Nous étions amis depuis le lycée, 20 ans d'amitié à travers les petits copains, les ruptures, les bébés et tout le reste. Elle a été la première personne que j'ai appelée après l'annonce de Vincent.
Elle était si solidaire, prenant toujours des nouvelles, demandant toujours comment je tenais le coup, toujours prête à écouter. Elle venait avec du vin et me laissait pleurer sur son épaule. Elle me disait que je méritais mieux. Elle me disait que Vincent faisait une énorme erreur. Mais quelque chose clochait. De petites choses. Au début, Vincent semblait connaître mes plans avant que je ne les fasse. Quand j'ai mentionné à Diane que je pensais me battre pour la maison, Tyler est rentré le lendemain en disant « Papa a dit que ça ne marcherait pas ». Quand j'ai dit à Diane que je regardais des appartements dans un quartier spécifique, Vincent a fait un commentaire sur le fait que cette zone exacte était trop chère pour moi. Puis ça a fait tilt. En y repensant, j'aurais dû le voir il y a des années. La façon dont Diane s'illuminait toujours quand Vincent entrait dans la pièce. La façon dont elle le complimentait juste un peu trop, riait de ses blagues juste un peu trop fort. Elle demandait toujours de ses nouvelles en premier quand nous parlions. « Comment va Vincent ? Comment vont les affaires ? Vincent est-il heureux ? » Elle portait un flambeau pour mon mari depuis 15 ans. Et Vincent, parce qu'il collectionnait les admiratrices comme d'autres collectionnent les timbres, savait exactement comment en jouer. Il la faisait se sentir spéciale, importante, pas comme les autres femmes. Il a probablement laissé entendre qu'ils se mettraient ensemble après le divorce. Il lui donnait juste assez d'espoir pour la garder loyale. Ma meilleure amie était son espionne. 20 ans d'amitié vendue pour quelques flirts et des promesses vides. Au moins, fait payer plus cher, Diane. Mais le pire n'était pas Vincent. Ce n'était pas Lorraine. Ce n'était même pas Diane. Le pire, c'était Tyler. Mon fils voyait tout. La petite amie, la grand-mère faisant mes valises, la façon dont son père me regardait comme si je n'étais rien. Et Vincent travaillait sur lui, déversant du poison dans son oreille jour après jour. Ta mère rend les choses difficiles. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est elle qui fait traîner les choses en longueur. J'essaie d'être juste, mais elle ne veut pas coopérer. Tyler a commencé à s'éloigner de moi. Pas en colère exactement, juste distant, confus. Il ne savait pas qui croire. Et son père était très, très convaincant. Je pouvais perdre la maison. Je pouvais perdre l'argent. Je pouvais perdre tout ce que j'avais passé 15 ans à construire. Mais voir mon fils me regarder comme si c'était moi le problème. Ça, c'était le couteau. Ça, c'était la blessure qui saignait vraiment. J'ai engagé une avocate. Nina Castellano, recommandée par mon ancien cabinet. 52 ans, tranchante comme une lame de rasoir. Absolument aucune tolérance pour les bêtises. Elle a examiné ma situation et a établi le plan de bataille. Vous avez aidé à construire cette entreprise, a-t-elle dit. Vous avez droit à la moitié de tout. La maison, l'entreprise, les comptes. Nous allons nous battre. Je l'ai regardé pendant un long moment. Et si je ne veux pas me battre ? Nina m'a fixé comme si j'avais commencé à parler une autre langue, comme si j'avais suggéré d'envoyer à Vincent une carte de remerciement et une corbeille de fruits. Elle pensait que j'étais brisé, déprimé, trop abattu pour me défendre. Elle n'avait aucune idée. J'ai emménagé dans un petit appartement avec Tyler. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine de la taille de mon ancien garde-manger. La moitié de nos cartons ne rentrait même pas. Il restait empilé dans le coin de la chambre de Tyler, comme un monument à notre déchéance. Pendant ce temps, Vincent publiait des photos avec Britney. Nouveau chapitre, nouvelle énergie. Béni, a-t-il écrit. Lorraine a commenté en dessous, tellement heureuse pour toi, mon chéri. Tu mérites la joie. Ma sœur a appelé, furieuse. Tu as besoin d'un avocat requin. Prends-lui tout ce qu'il a, tout le monde avait des conseils. Tout le monde pensait savoir ce que je devrais faire. Tout le monde voyait une femme qui avait abandonné, qui ne pouvait pas se battre, qui laissait son mari lui marcher dessus. Tout le monde avait tort. Voici le truc quand on est sous-estimé, les gens arrêtent de vous surveiller. Ils arrêtent d'être prudents autour de vous. Ils arrêtent de garder leurs secrets. Et c'est exactement à ce moment-là que vous apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir. 3 ans. C'est le temps que j'avais porté ce secret. C'est le temps que je connaissais la vérité sur Vincent Mercé et son empire scintillant, glamour et complètement faux. Cela a commencé un mardi soir au hasard, 3 ans avant le divorce. Vincent travaillait tard encore une fois. Il travaillait toujours tard à l'époque, bien que je ne savais pas encore ce que cela signifiait vraiment.
Je parcourais les livres de l'entreprise, réconciliant les comptes, faisant le travail ingrat qui maintenait son entreprise en marche. Et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un virement vers un compte que je ne reconnaissais pas, puis un autre. Puis un modèle. De l'argent s'écoulant de nos comptes vers des endroits que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai creusé plus profond. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, suivant la piste. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Vincent avait contracté des prêts sur tout ce que nous possédions. La maison, notre belle maison que tout le monde admirait, avait 3 hypothèques dessus. Le prêt original de 400 000 $. Une deuxième hypothèque de 350 000 $ contractée il y a 4 ans. Une troisième hypothèque de 350 000 $ de plus, contractée il y a 2 ans. Total du 1,1 million de dollars. Valeur réelle de la maison, 850 000 $. Nous étions déficitaires de 250 000 $ sur une maison que je pensais que nous possédions entièrement. L'entreprise était encore pire. Ligne de crédit plafonnée à 200 000 $. Arriéré d'impôts de 85 000 $. Dette fournisseur de 120 000 $. Prêt d'équipement de 75 000 $. L'entreprise dont Vincent se vantait à chaque fête, l'entreprise qui était censée être florissante, elle se noyait dans près d'un demi-million de dollars de dettes. Même les voitures n'étaient pas réelles. Toutes les 3 étaient en leasing avec des paiements finaux importants arrivant à échéance. Nous ne possédions rien. Nous avions juste des obligations mensuelles très coûteuses. Je me suis assise dans ma cuisine à 3 heures du matin, entouré d'impressions, et j'ai fait le calcul. Dette totale, environ 1,9 million de dollars. Valeur réelle totale des actifs, peut-être 1,6 million. Nous étions dans le trou de 300 000 $, peut-être plus. Mais où était passé tout l'argent? J'ai continué à creuser. Au cours des semaines suivantes, j'ai retracé chaque transaction que je pouvais trouver. Et l'image qui a émergé était dévastatrice. Investissement en crypto-monnaie, 180 000 $, tous perdus. Jeu d'argent, 75 000 $, disparus. Un appartement dont je ne savais rien, loué pour une femme dont je ne savais rien, 60 000 $ en loyer et ameublement. Dépenses de style de vie qui n'arrivaient jamais à la maison, montres, costumes, voyages où je n'étais jamais invité, encore 85 000 $. Mon mari ne bâtissait pas un empire. Il bâtissait un château de cartes, avec des cartes empruntées, qui étaient, par ailleurs, en train de brûler. Nous avions l'air riches de la même manière qu'un mannequin a l'air vivant. Convaincant de loin, complètement creux de près. Mon premier instinct a été de le confronter, de crier, de pleurer, d'exiger des réponses. Mais je connaissais Vincent. Je l'avais regardé opérer pendant des années. Si je le confrontais, il me manipulerait. Il trouverait une explication, me ferait sentir folle de le questionner. Il trouverait probablement un moyen de me blâmer pour ça. Et pire, s'il savait que je savais, il pourrait essayer de prendre le contrôle de mon argent séparé aussi. Voyez-vous, j'avais toujours gardé un petit quelque chose à moi. La voix de ma grand-mère dans ma tête, une femme doit avoir son propre argent. Mon plan d'épargne retraite de mes années au cabinet d'avocat, je l'avais transféré quand j'avais démissionné, mais je n'y avais jamais touché. À ce moment-là, il avait grandi pour atteindre environ 180 000 $. C'était à moi. Gagné par mon travail, bien propre en vertu de la loi. Et puis il y avait grand-mère elle-même. Elle était décédée quand j'avais 28 ans, et elle m'avait laissé 340 000 $. Son testament était spécifique, cet argent est pour Alexis seul. Je l'avais gardé sur un compte séparé pendant 6 ans, ne le mélangeant jamais avec les finances de Vincent, ne l'utilisant jamais pour les dépenses du ménage. Ma grand-mère a gardé son propre compte pendant 50 ans. Pas de l'argent secret, disait-elle toujours, juste le mien. La femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. J'avais environ 520 000 $ qui étaient complètement, légalement et séparément à moi. Alors, je n'ai pas confronté Vincent. Au lieu de cela, je me suis protégé. J'ai travaillé avec mon oncle, un comptable à la retraite, pour créer une fiducie irrévocable pour Tyler. Mon épargne retraite et mon héritage sont allés dans cette fiducie. Mon nom n'y figurait pas en tant que bénéficiaire. Le nom de Vincent n'y figurait certainement pas. C'était pour l'avenir de Tyler. L'université, une première maison, les urgences, et c'était intouchable. Ensuite, j'ai tout documenté. Chaque document hypothécaire, chaque compte caché, chaque transaction suspecte.
J'ai imprimé des copies et les ai gardées chez ma sœur. J'ai mis des copies dans un coffre-fort. J'ai tout sauvegardé sur un disque crypté. Et puis j'ai attendu. Je savais que Vincent partirait finalement. Les hommes comme lui le font toujours. Ils s'ennuient, ou ils trouvent quelqu'un de plus jeune, ou ils décident qu'il mérite mieux. Je devais juste être prête quand ça arriverait. 3 ans d'attente. 3 ans à le regarder creuser le trou plus profondément. 3 ans à sourire lors des dîners tout en sachant que notre vie entière était construite sur des sables mouvants. Je suis devenu très doué pour la patience, et très doué pour faire semblant de ne pas savoir que mon mari nous noyait financièrement tous les deux. Quand Vincent a finalement demandé le divorce, quand il a exigé la maison, les voitures, l'entreprise, tout. J'ai failli éclater de rire. Il ne demandait pas des actifs. Il exigeait des dettes. Il ne le savait juste pas encore. De retour au présent, je me suis assise en face de Nina Castellano et j'ai posé 3 classeurs sur son bureau. 3 ans de preuves, chaque document hypothécaire, chaque relevé de prêt, chaque compte caché. Elle a lu en silence pendant près d'1 heure. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression s'était complètement transformée. Vous êtes au courant de ça depuis 3 ans. J'attendais qu'il parte. Je savais qu'il le ferait finalement. Et quand il a exigé tout, il a exigé toutes les dettes. Il ne comprend juste pas encore cela. Nina s'est adossée à sa chaise. La pitié avait disparu de ses yeux. L'inquiétude avait disparu. Ce qui l'a remplacé était quelque chose comme de l'admiration. Donc, quand vous signez pour céder les actifs, je m'en tire indemne. Il récupère les hypothèques, les dettes de l'entreprise, les obligations de location, tout cela devient sa seule responsabilité. Et votre héritage, votre compte retraite? Bien propre, jamais mélangé, légalement protégé, assis en sécurité dans une fiducie pour mon fils. Nina est restée silencieuse un long moment. Puis elle a souri. Un sourire lent et dangereux. Madame Dunst, a-t-elle dit, je crois que je vous dois des excuses. Je pensais que vous aviez abandonné. J'ai rendu son sourire. Tout le monde pense ça. C'est un peu le but. Nina est passée de me regarder comme un chaton perdu à me regarder comme un grand maître d'échecs. Je préfère grand maître. Meilleure tenue. Le piège était déjà construit. Les chiffres étaient vérifiés. La documentation était en béton. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de laisser Vincent croire qu'il gagnait. Et personne ne joue mieux le perdant gracieux qu'une femme qui s'y entraîne depuis 15 ans. Les 3 mois suivants ont été une masterclass en comédie. Je suis devenu exactement ce que tout le monde attendait que je sois. Brisé, vaincu, tenant à peine le coup. Je me présentais aux séances de médiation avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Je parlais doucement, avec hésitation, comme une femme qui avait perdu toute sa confiance. Je demandais si peu que même le médiateur semblait mal à l'aise. Je veux juste assez pour recommencer, ai-je dit lors de notre 2e médiation. Je n'essaie pas d'être difficile. Je sais que l'entreprise est l'œuvre de sa vie. Je sais que la maison signifie tout pour lui. Je ne veux pas déchirer notre famille plus qu'elle ne l'est déjà. J'ai demandé un règlement de $50 000 en espèces, mes effets personnels, et la garde partagée de Tyler. C'était tout. Vincent a accepté immédiatement. Il s'attendait probablement à ce que je me batte pour la moitié de tout. C'est ce que tout avocat raisonnable exigerait. Au lieu de cela, je demandais des miettes. Il m'a regardé de l'autre côté de cette table de médiation avec quelque chose presque comme de la pitié, comme si j'étais un animal blessé qu'il abrégeait gracieusement de ses souffrances. Je méritais un Oscar pour cette performance, ou au moins un Golden Globe. On m'avait donné le rôle d'une vie, et mon seul public était mon futur ex-mari menteur, trompeur et bientôt en faillite. Chaque semaine qui passait, l'arrogance de Vincent grandissait. Il a arrêté d'être prudent, arrêté de faire semblant d'être le raisonnable. Il a commencé à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que je ne m'étais même pas battu. Elle a juste abandonné, disait-il à ses copains de golf. Je lui ai offert un règlement équitable, et elle l'a pris sans un mot. Lorraine était encore pire. Elle se vantait à son club de lecture, à son groupe d'église, à chaque rassemblement social auquel elle assistait. Vincent garde tout. Cette femme n'a pas eu un centime. J'ai toujours su qu'elle n'était pas assez forte pour mon fils. Pour célébrer sa victoire imminente, Vincent s'est acheté une nouvelle montre, $15 000.
Je le sais parce que j'ai vu le débit sur le compte de l'entreprise. Il utilisait toujours l'argent de la société pour ses dépenses personnelles. Creusant toujours ce trou plus profondément. Il l'apportait à notre séance de médiation suivante, s'assurant que je la remarque. Il a aussi emmené Britney dîner à la maison, le restaurant français où nous avions célébré notre 10e anniversaire. Il a posté des photos sur les réseaux sociaux. La vie est belle quand on est avec la bonne personne, a-t-il écrit. La bonne personne. Il voulait dire la personne qui ne connaissait pas encore sa dette. Pendant ce temps, Britney avait commencé à redécorer ma maison, de nouveaux meubles dans le salon, de l'art nouveau sur les murs. Elle a même peint ma cuisine en gris. Elle l'a peinte en gris. J'avais passé 3 semaines à choisir ce vert sauge. 3 semaines d'échantillons de peinture et de tests d'éclairage et à me rendre folle pour obtenir la nuance parfaite. Et elle a peint par-dessus avec un gris standard de constructeur. Comme si ce n'était rien. Gris comme sa personnalité, comme son avenir avec Vincent une fois qu'elle découvrirait qu'il était fauché. Très approprié, en fait. Diane continuait d'appeler, pêchant des informations sous couvert d'amitié. J'ai joué le jeu parfaitement. Comment tiens-tu le coup, demandait-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je veux juste que ce soit fini, lui disais-je, faisant craquer ma voix légèrement. Je ne peux plus me battre. Je n'ai plus l'énergie. Dans les heures qui suivaient, Vincent le savait. Je pouvais pratiquement le voir se détendre, baisser sa garde encore plus. Diane pensait qu'elle se jouait de moi. Elle n'était en fait qu'un service de messagerie. Et pas très cher non plus. Mais pendant que les adultes jouaient à leur jeu, Tyler observait. Et mon fils intelligent, observateur et merveilleux, commençait à remarquer des choses qui ne collaient pas. Il a remarqué la nouvelle montre à 15 000 $ de son père, mais a entendu Vincent lui dire qu'il ne pouvait pas se permettre le voyage scolaire à Washington DC. Il a remarqué les sacs de shopping de Britney s'empiler dans le hall, mais a entendu Vincent se plaindre que l'argent était serré. Il a remarqué le décalage entre le style de vie que son père projetait et les excuses qu'il ne cessait de faire. Un soir, Tyler est venu dans mon petit appartement et s'est assis à ma table de cuisine d'occasion. Il m'a regardé avec ses yeux sérieux, tellement comme ceux de son père, mais avec quelque chose que Vincent avait perdu il y a longtemps. Honnêtement, maman, a-t-il dit doucement. Est-ce que papa est vraiment riche? J'ai regardé mon fils pendant un long moment. Qu'est-ce que tu en penses? Il est resté silencieux, en train de traiter l'information. Je pense que quelque chose ne va pas. Je pense qu'il fait semblant. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne. Fais-moi confiance, attends juste un peu plus longtemps. Mon fils de 15 ans avait compris que quelque chose n'allait pas avant que 2 avocats et un comptable agréé ne le fassent. Je devrais facturer son fonds universitaire pour des frais de consultation. Dans les coulisses, Nina préparait notre stratégie juridique avec une précision chirurgicale. L'accord principal de divorce stipulait clairement que je renonçais à toute réclamation sur les biens matrimoniaux. La maison, l'entreprise, les véhicules, tout irait à Vincent. En échange, je recevrais mon modeste règlement en espèces et je m'en irais. Mais attaché à cet accord, il y avait un addendum, une déclaration détaillée de divulgation de responsabilité. Chaque dette, chaque hypothèque, chaque prêt, chaque obligation liée à ses actifs. Lorsque Vincent signerait pour tous les actifs, il assumerait légalement toutes les responsabilités. Les hypothèques deviendraient sa seule responsabilité. Les dettes de l'entreprise lui seraient entièrement transférées. Les obligations de location sur les voitures seraient son seul problème. C'était tout là, noir sur blanc. Légal, propre, dévastateur. Les documents juridiques sont comme de la poésie, m'a dit Nina. De la poésie ennuyeuse et coûteuse qui peut ruiner la vie de quelqu'un. Mon genre préféré. 2 semaines avant l'audience finale, Harold Whitfield, l'avocat de Vincent, a appelé Nina avec des inquiétudes. Mon client assume des actifs importants, a dit Harold prudemment. J'aimerais demander un audit financier complet avant de finaliser. Juste pour tout vérifier. Nina a gardé une voix neutre. Bien sûr, nous fournirons toute la documentation dont vous avez besoin. Mais quand Harold a apporté cela à Vincent, mon futur ex-mari a immédiatement mis fin à la discussion. Pas d'audit, lui a dit Vincent. J'ai construit cette entreprise. Je sais exactement ce qu'elle vaut. Je ne paie pas pour qu'un comptable me dise ce que je sais déjà. Harold a insisté.
Je recommande fortement que nous vérifions la valeur des actifs avant que vous ne signiez. C'est un risque significatif. Non. Vincent l'a coupé. Britney veut que ce soit fait. Je veux que ce soit fait. Plus de délai. Harold pratiquait le droit depuis plus de 30 ans. Il savait quand un client était sur le point de faire une erreur. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer quelqu'un à suivre ses conseils. Il a présenté à Vincent une renonciation, un document reconnaissant qu'Harold avait recommandé un examen financier indépendant et que Vincent le refusait contre l'avis de son conseil. Vincent l'a signé sans le lire. Tout comme il signait tout le reste sans le lire. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une petite amie impatiente pour faire sauter la lecture des petits caractères à un homme. Britney valait des millions pour moi en stratégie juridique. Vraiment. La veille de l'audience, Vincent m'a envoyé un SMS. Merci de ne pas avoir rendu les choses moches. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 15 ans de mariage, 15 ans à construire son entreprise, à élever son fils, à gérer sa vie, et il me remerciait de ne pas lui rendre les choses difficiles pendant qu'il me jetait. J'ai tapé en retour, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Tyler. Ce qu'il y avait de mieux pour Tyler, son fonds fiduciaire, son avenir assuré, et un père qui était sur le point d'apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Nina m'a appelé ce soir-là. Jeudi à 9h. Audience finale. Juge Patricia Holdan. Êtes-vous prête? J'ai regardé autour de mon petit appartement, les meubles d'occasion, les cartons encore non déballés dans le coin, la petite cuisine que j'avais peinte en vert sauge parce que cela me rappelait l'espoir. Je suis prête depuis 3 ans. 3 ans d'attente et c'était enfin là. Je me sentais comme une enfant le matin de Noël, si le matin de Noël impliquait un tribunal de divorce et une vengeance financière. Jeudi matin, 9h. Vincent entrerait dans cette salle d'audience en s'attendant à récupérer son prix. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'hériter d'une avalanche financière, une qu'il avait signée lui-même. Et la meilleure partie, c'est qu'il l'avait demandé par écrit, avec témoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que quelque chose de satisfaisant arrive. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous êtes prêt à ce que Vincent reçoive ce qu'il mérite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? J'ai encore plus d'histoires comme celle-ci. Croyez-moi. Maintenant, finissons en. Jeudi 17 avril, 9h. Salle d'audience 4B. Je me souviens de chaque détail de ce matin-là. La façon dont la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, l'odeur du vieux bois et de l'encaustique, le murmure calme des avocats mélangeant les papiers. C'était là que 15 ans de mariage prendraient officiellement fin. Et où 3 ans de patience porteraient enfin leurs fruits. Vincent est arrivé en premier. Bien sûr, il portait son meilleur costume, le Armani gris anthracite que je l'avais aidé à choisir pour un dîner client il y a 3 ans. Sa nouvelle montre accrochait la lumière alors qu'il serrait la main d'Harold. Il avait l'air confiant, détendu, comme un homme sur le point de conclure une affaire très favorable. Britney attendait dans le couloir. Elle n'était pas autorisée dans la salle d'audience, mais elle voulait être là pour le soutien moral. Je l'ai aperçue à travers la porte. Maquillage parfait, sac de créateur, faisant défiler son téléphone comme si c'était juste un autre rendez-vous ennuyeux. Lorraine était là aussi, assise dans la galerie. Elle s'était habillée pour l'occasion, prévoyant probablement d'emmener Vincent à un déjeuner de célébration après. Elle m'a regardé quand je suis entré et m'a fait ce petit sourire, le genre qu'on donne à quelqu'un qu'on a déjà battu. Je suis arrivé quelques minutes après Vincent. Robe bleu marine simple, pas de bijoux, cheveux tirés en arrière en un chignon bas. J'avais l'air fatigué, vaincu, comme une femme qui n'avait plus rien pour quoi se battre. Parfait. J'avais l'air de quelqu'un qui avait renoncé à la vie et à la mode simultanément. Très convaincant. Je devrais vraiment donner des cours de comédie. La juge Patricia Holdan est entrée. Et tout le monde s'est levé. Elle avait au début de la soixantaine, des cheveux argentés, des lunettes de lecture perchées sur son nez, 30 ans sur le banc du tribunal des affaires familiales. Elle avait vu chaque ruse, chaque manipulation, chaque mensonge que les couples en divorce pouvaient se lancer. Plus rien ne la surprenait. Elle a examiné le dossier brièvement, puis a levé les yeux. Mercé contre Mercé. Audience de dissolution finale. Je comprends que les parties ont conclu un accord. Harold s'est levé le premier. Oui, votre honneur. Mon client Vincent Mercé assume tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence familiale,
l'entreprise de développement immobilier et tous les véhicules associés. En échange, Madame Dunst reçoit un règlement en espèces de 50 000 $. Nina s'est levée à côté de moi. C'est exact, votre honneur. Ma cliente accepte de renoncer à toutes les réclamations sur ses actifs et accepte les termes de règlement proposés. Les yeux de la juge Holden se sont déplacés vers moi. Elle a étudié mon visage un instant, cherchant des signes de coercition. J'imagine, des signes que j'étais sous pression pour accepter une mauvaise affaire. Madame Dunst, a-t-elle dit, je dois confirmer que vous comprenez ce à quoi vous consentez aujourd'hui. Vous renoncez à votre droit sur des biens substantiels, la maison familiale, l'entreprise que vous avez aidé à bâtir. Êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? J'ai gardé ma voix douce, légèrement instable. Oui, votre honneur, je comprends. Et vous concluez cet accord volontairement? Personne ne fait pression sur vous? Non, votre honneur. J'ai baissé les yeux vers mes mains, puis je les regardai à nouveau. Je veux juste que mon mari ait tout ce qu'il a demandé. Je veux que ce soit fini. La juge m'a étudié pendant un autre long moment. Je pouvais pratiquement voir son débat interne, si elle devait pousser plus fort, si elle devait ordonner un ajournement, si elle devait me protéger de ce qui semblait être une décision terrible. Mais j'étais représenté par un conseil. Je répondais clairement. J'étais une femme adulte faisant son propre choix. Très bien, a-t-elle dit finalement. Procédons. Le greffier a distribué les documents finaux, page après page de langage juridique, signature requise sur chaque 3e page. Vincent a signé avec empressement, jetant à peine un coup d'œil à ce qu'il acceptait. Il voulait que ce soit fait. Il voulait retourner à sa nouvelle vie avec sa nouvelle petite amie et sa nouvelle liberté. J'ai signé lentement, délibérément. Chaque trait de mon stylo était prudent et précis. C'était le moment que j'attendais depuis 3 ans. J'allais le savourer. De l'autre côté de la salle d'audience, j'ai vu Vincent jeter un coup d'œil à Lorraine et sourire. Elle a hoché la tête en signe d'approbation. Dans le couloir, son téléphone a vibré, probablement Britney envoyant des encouragements. Il a vérifié son téléphone au tribunal pendant sa propre audience de divorce. C'est le genre d'homme qu'il était. Pendant ce temps, Harold Whitfield faisait ce que les bons avocats font, examinant le dossier complet de documents une dernière fois. Accords principaux signés, calendrier des actifs signés, termes de règlement signés. Puis il a atteint l'addendum. Déclaration de divulgation de responsabilité. J'ai observé son visage alors qu'il lisait, observé la confusion vaciller sur ses traits, observé qu'il revenait une page en arrière, puis avançait de nouveau comme s'il espérait avoir mal lu quelque chose. Ce n'était pas le cas. Le visage d'Harold est devenu pâle. Il s'est penché vers Vincent, essayant d'être discret. « Monsieur » a-t-il chuchoté. « Nous devons parler. » Vincent l'a repoussé de la main, se prélassant encore dans sa victoire. « Pas maintenant. Nous avons presque fini. »« Monsieur » la voix d'Harold était plus urgente. « Vous assumez toute la dette. » Vincent s'est tourné pour le regarder. « Quoi ? » La divulgation de responsabilité, a chuchoté Harold, les papiers bruissant alors qu'il pointait du doigt. Les hypothèques, les privilèges de l'entreprise, tout est là. Vous assumez la responsabilité personnelle pour tout. Pour la première fois, Vincent a réellement regardé ce qu'il avait signé. J'ai vu ses yeux scanner les chiffres, vu la couleur se vider de son visage. Maison, 1,1 million de dollars dû. Valeur marchande 850 000. Entreprise, 480 000 de dettes combinées. Véhicule, 115 000 d'obligations de location. Passif personnel supplémentaire, 200 000. Dette totale, environ 1,9 million de dollars. Valeur nette de tout ce qu'il venait de réclamer, moins 300 000 dollars. Il n'avait pas gagné à la loterie. Il avait gagné la facture. Vincent s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Ce n'est pas juste. Il m'a regardé, puis la juge, puis de nouveau les papiers. Elle m'a caché ça. C'est de la fraude. La voix de la juge Holden était tranchante. Monsieur Mercé, asseyez-vous. Ces chiffres sont faux, a insisté Vincent, sa voix montant. Elle a manipulé les documents. C'est. Monsieur Mercé. Le ton de la juge ne laissait aucune place à l'argumentation. Asseyez-vous. Il s'est assis, mais ses mains tremblaient. Son sourire confiant avait disparu,
remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. La juge Holden a regardé les documents devant elle, puis Vincent. M. Merci, je regarde la déclaration de divulgation de responsabilité jointe à cet accord. Ce sont des dettes associées aux actifs que vous réclamez. Des actifs à votre nom, votre entreprise, votre propriété. Elle l'a fixé d'un regard dur. Êtes-vous en train de dire à cette cour que vous ne connaissez pas votre propre situation financière? Silence. Regarder Vincent essayer d'expliquer pourquoi il ne connaissait pas ses propres dettes était comme regarder un chat expliquer pourquoi il y a un vase cassé sur le sol. Fascinant et complètement peu convaincant. Harold s'est raclé la gorge. Votre honneur, je dois noter que j'ai conseillé à mon client de mener un examen financier indépendant avant cette audience. Il a refusé. J'ai la documentation. Il a produit la renonciation, celle que Vincent avait signée sans la lire, celle qui disait en langage juridique clair qu'Harold avait recommandé un audit complet, et que Vincent avait refusé. La juge Holden l'a examiné brièvement. Donc, on a conseillé à Monsieur Mercier de vérifier ces chiffres. Il a choisi de ne pas le faire. Il a signé une renonciation reconnaissant ce choix. Elle a regardé Vincent. Est-ce exact? Vincent fixait la renonciation comme si c'était un serpent qui venait de le mordre. Je n'ai pas. Je pensais. Est-ce votre signature, Monsieur Mercier? Une longue pause. Oui. Alors vous avez assumé ce risque volontairement. La voix de la juge Holden était factuelle. Vous avez eu l'opportunité d'enquêter. Vous avez choisi de ne pas le faire. L'accord est maintenu. Vincent s'est tourné vers moi, le désespoir brisant son calme. Tu savais. Sa voix s'est brisée. Tu savais tout ça. J'ai croisé son regard calmement. J'étais ta comptable pendant 11 ans, Vincent. Je savais tout. Son visage a traversé les émotions plus vite que je ne pouvais compter. Confusion, rage, trahison, peur, et finalement celle que j'attendais, la réalisation. La compréhension qu'il s'était fait cela à lui-même. Je veux retirer l'accord, a dit Vincent, se tournant de nouveau vers la juge. Je n'ai pas compris ce que je signais. Ce n'est pas juste. La juge Holden a secoué la tête. Monsieur Mercier, vous avez signé des documents devant cette cour déclarant que vous compreniez et acceptiez tous les termes. Vous étiez représenté par un conseil compétent. Vous avez refusé un examen supplémentaire. Votre femme n'a rien caché. Ce sont vos dettes, vos hypothèques, vos obligations. Elle a fait une pause. L'accord est définitif. Le marteau est tombé. Madame Dunst, vous avez votre règlement. M. Mercier, vous avez les actifs comme convenu, ainsi que toutes les responsabilités associées. Ce mariage est dissous. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe, j'ai ramassé mon sac à main. Puis j'ai regardé Vincent une dernière fois. Il était affalé sur sa chaise, des papiers éparpillés devant lui, son monde entier s'effondrant autour de lui. Tu as dit que tu voulais tout sauf Tyler, ai-je dit doucement. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Je suis sorti de cette salle d'audience sans me retourner. Dans le couloir, je pouvais entendre la voix de Vincent monter, criant sur Harold, exigeant de savoir comment cela s'était produit, menaçant de procès. Les réponses calmes d'Harold, je vous ai dit de faire un audit. Je l'ai pas écrit. Vous avez refusé. À travers les portes vitrées, j'ai vu le visage de Britney changer en écoutant. Je l'ai vu regarder Vincent. Vraiment le regarder. Et voir autre chose que l'homme d'affaires prospère qu'elle pensait obtenir. Elle était partie avant que je n'atteigne l'ascenseur, se déplaçant rapidement, les talons claquant sur le sol en marbre, sans se retourner. La sortie de Britney a été plus rapide que son entrée dans mon mariage. Au moins, elle était cohérente. Je suis sorti sous le soleil d'avril. Le ciel était bleu. L'air était chaud. Quelque part derrière moi, mon ex-mari criait sur son avocat à propos de l'équité et de la fraude et comment rien de tout cela n'était de sa faute. Devant moi, il y avait une nouvelle vie. Plus petite qu'avant, plus simple, mais complètement et entièrement la mienne. L'effondrement s'est produit plus vite que je ne l'avais prévu. En 2 semaines, Britney avait déménagé de la maison, emballé ses affaires au milieu de la nuit, laissé un mot qui disait « Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé ». La cuisine grise restait vide. En un mois, Vincent a essayé de vendre la maison. Mais quand vous devez plus que ce que quelque chose vaut,
il n'y a pas d'acheteurs, juste des banques appelant pour des paiements manqués et des agents immobiliers suggérant des ventes à perte. En 2 mois, l'entreprise a commencé à faire défaut. Les fournisseurs ont intenté des procès. La ligne de crédit a été gelée. L'entreprise que Vincent avait passé 15 ans à construire, l'entreprise que j'avais passé 11 ans à soutenir, s'effritait en poussière. En 3 mois, Vincent rencontrait des avocats spécialisés en faillite. L'homme qui s'était vanté autrefois de son empire calculait maintenant quels actifs il pouvait protéger des créanciers. La réponse était, presque rien. Le fils parfait de Lorraine appelait les membres de la famille pour demander des prêts, se présentant chez des proches avec des excuses et des explications. Personne ne savait pour la dette. Alexis a dû la cacher d'une manière ou d'une autre. J'ai été piégé. Mais les documents racontaient une histoire différente. Les hypothèques étaient à son nom. Les prêts étaient à son nom, les dettes de jeu, les pertes cryptographiques, l'appartement secret, tous ses choix, toutes ses signatures. J'ai entendu dire que la lettre d'information de Noël de Lorraine cette année-là était très courte. Vincent explore de nouvelles opportunités. Oui, des opportunités en restructuration de dettes. Les conflits parallèles se résolvent d'eux-mêmes avec une sorte de symétrie poétique. Diane m'a appelé environ une semaine après l'audience. Sa voix tremblait. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Je suis tellement désolé, Alexis. Je n'ai jamais voulu que. Je pensais que Vincent et moi. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi, je ne lui ai pas donné la conclusion qu'elle cherchait. Certains ponts ne sont pas faits pour être réparés. Certaines amitiés ne méritent pas une seconde chance. 20 ans d'histoire trahie pour un clin d'œil et des promesses vides d'un homme qui utilisait tout le monde autour de lui. Elle a essayé d'appeler 3 fois de plus, puis elle a arrêté. J'imagine qu'elle attend toujours que Vincent la remarque. Elle attendra longtemps. Lorraine a essayé une approche différente, passant par Tyler. Dis à ta mère que je ne savais pas pour les problèmes d'argent. Dis-lui que je suis désolé de la façon dont je l'ai traité. Dis-lui que je veux parler. Tyler a regardé sa grand-mère, la femme qui avait emballé les affaires de sa mère dans des sacs poubelles, qui avait traité sa mère de bonne à rien, qui s'était rangée du côté de son père sans une seule question, et a dit « Maman est occupée à construire sa vie. Elle n'a pas le temps pour des excuses. » Lorraine voulait le pardon. Je voulais la paix. Devinez laquelle de nous deux a obtenu ce qu'elle voulait. Tyler, mon fils merveilleux, intelligent et observateur. Il a finalement tout compris. Pas parce que je lui ai expliqué, mais parce qu'il l'a compris lui-même. Il a vu les documents du tribunal. Il a entendu les excuses de son père. Il a regardé Britney partir. Regardé Lorraine se démener. Regardé toute la façade s'effondrer. Un soir, environ un mois après le divorce, il s'est assis avec moi dans mon petit appartement. Celui avec la cuisine vert sauge. Celui avec les meubles d'occasion et les cartons enfin déballés. Tu as attendu 3 ans, a-t-il dit doucement. Tu savais tout ce temps et tu as juste attendu. Je voulais m'assurer que tu étais protégé, lui ai-je dit. Quoi qu'il arrive entre ton père et moi, j'avais besoin de savoir que tu irais bien. Le fonds fiduciaire. 520 000 $ en sécurité et intouchable. Il est resté silencieux un moment. Puis il m'a prise dans ses bras. Vraiment prise dans ses bras. Le genre de câlin que je n'avais pas reçu de mon fils de 15 ans depuis des mois. Le genre qui disait « Je comprends ». Le genre qui disait « Je suis fier de toi ». Les garçons de 15 ans ne serrent généralement pas leur mère dans leurs bras volontairement. Je savais que j'avais fait quelque chose de bien. Mon règlement de 50 000 $ a servi à m'installer. Premier mois de loyer, dépôt de garantie, meubles de base qui ne tombaient pas en morceaux. Ce n'était pas le luxe, mais c'était la stabilité. Le fonds fiduciaire est resté exactement où il était. L'avenir de Tyler, l'université, peut-être une première maison un jour, un filet de sécurité que personne ne pourrait lui prendre. Et moi, je me suis inscrite à des cours de design d'intérieur au collège communautaire. Le rêve que j'avais mis en attente quand j'avais 23 ans pour aider Vincent à construire son empire. Je bâtissais enfin le mien. J'ai commencé petit. Ma première vraie cliente était une femme nommée Sandra, 52 ans, qui venait de mettre fin à un mariage de 28 ans. Elle se tenait dans son nouvel appartement vide, l'air perdu, quand elle m'a demandé « Comment recommence-t-on » J'ai réfléchi un instant. Une pièce à la fois, une couleur à la fois, un jour à la fois.
Nous avons peint sa cuisine en vert sauge. Elle a pleuré quand elle l'a vu. Des larmes de joie, a-t-elle dit. La couleur des nouveaux départs. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, Vincent s'est présenté à mon appartement. Je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids, pas le genre sain. Des cernes sous les yeux. Son costume était froissé. Sa montre avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait traversé une guerre et perdu. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-il dit. Sa voix était éteinte. J'ai fait des erreurs. Je le sais maintenant. Mais je ne voulais pas que tout cela arrive. Je me suis appuyé contre le cadre de ma porte et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme que j'avais aimé pendant près de la moitié de ma vie. Cet homme qui m'avait jeté comme une ordure. Cet homme qui se noyait maintenant dans les conséquences de ses propres choix. Peut-on parler, a-t-il demandé. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Je pourrais. Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait. Il ne pouvait même pas finir sa phrase. Ne pouvait pas se résoudre à demander ce qu'il voulait réellement. De l'aide. Mon aide. Après tout ça. Tu as demandé tout sauf Tyler, ai-je dit calmement. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Alexis, s'il te plaît. Au revoir, Vincent. J'ai fermé la porte. Il est resté dans le couloir pendant 10 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé par le Judas en mangeant de la glace. Le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. 5 étoiles. Je regarderai à nouveau. Ce soir-là, après que Tyler soit allé se coucher, je me suis assise dans mon petit salon et j'ai regardé la photo de ma grand-mère sur l'étagère. La boîte de recettes était à côté. La seule chose que Lorraine avait failli prendre. La seule chose qui comptait le plus. Tu avais raison sur tout, grand-mère, ai-je dit doucement. Garde ton propre argent. Connais ta valeur. Et ne laisse jamais personne te faire sentir petite. L'appartement était calme, petit, rien à voir avec la maison dans laquelle j'avais vécu pendant 15 ans, mais c'était le mien. Chaque couleur de peinture, chaque meuble, chaque décision, les miens, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'étais libre. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas la meilleure partie. Vous allez adorer. On se voit dans la prochaine.